Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à la correction des exercices supplémentaires associés à la progression de la semaine 5 du Covid. On y va. Je vous rappelle la feuille d'exercice à l'écran. Elle était sur le pH, le potentiel d'hydrogène, et on va corriger ça tout de suite. Dans l'exercice 1, on veut voir quelle va être l'influence d'une dilution sur la valeur du pH d'une solution. Autrement dit, on souhaite savoir comment va évoluer le pH d'une solution de départ lorsque je vais la diluer avec de l'eau qui a un pH qui vaut 7. Donc on va commencer par la question 1. Monsieur Borel, c'est moi, il dilue une solution basique qui a un pH de 11 et on veut savoir quel sera a priori le pH de cette solution après la dilution. Donc ce qu'on sait, c'est que la dilution elle va se faire avec de l'eau qui a un pH qui vaut 7. En gros, une dilution, je vous rappelle ce que c'est, j'ai une solution de départ, et je vais lui rajouter de l'eau. Dans quelle proportion ? Ça, on ne nous le dit pas dans l'exercice, mais je lui rajoute de l'eau. Autrement dit, je pars d'une solution basique qui a un pH de 11 et je veux savoir quel sera son pH après la dilution. Bon, je pars d'un pH qui vaut 11. Je lui rajoute une certaine quantité d'eau qui a un pH qui vaut 7. Donc forcément, naturellement, la solution finale, après la dilution, elle va vouloir trouver un équilibre entre le pH 11 et le pH 7. Autrement dit, il faut trouver une valeur qui est comprise entre 11 et 7. La seule valeur qui correspond, c'est 7. Donc là, clairement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai rajouté tellement d'eau dans ma solution que j'ai réussi à la rendre neutre. Dans la deuxième question, M. Borel, c'est toujours moi, il dilue une solution qui est acide cette fois-ci. C'est-à-dire qu'elle a un pH qui vaut 3. Et je veux savoir quel sera le pH après la dilution. Donc là, encore une fois, je pars d'une solution qui a un pH qui vaut 3. Je lui rajoute une solution qui a un pH qui vaut 7. Donc là, ma solution finale va vouloir trouver un équilibre, c'est-à-dire une valeur comprise entre 3 et 7. La seule valeur qui correspond à cette situation, c'est un pH qui vaut 6. Donc là, j'ai tellement rajouté d'eau que le pH, au lieu d'être égal à 3, il est égal à 6, c'est-à-dire qu'il se rapproche d'un pH neutre. J'ai toujours un pH acide, mais je me rapproche du neutre. Donc dans la question 3, on vient de voir, c'est le bilan de cet exercice, que l'eau c'était une solution neutre parce qu'elle a un pH qui vaut 7. On a vu qu'une solution acide, c'est le cas de la question 2, elle a un pH qui est inférieur à 7. Et qu'est-ce qui se passe lorsque je vais diluer cette solution avec de l'eau ? Son pH va augmenter. C'est-à-dire qu'il va passer d'une valeur qui est très faible à une valeur qui devient de plus en plus grande, qui se rapproche de 7. Enfin, une solution basique, on a vu qu'elle avait un pH supérieur à 7. Qu'est-ce qui se passe lorsque je vais diluer cette solution par de l'eau par un pH 7 ? Son pH il va diminuer. Je passe d'une grande valeur de pH à un pH qui se rapproche de celui de 7. Dans l'exercice 2, on va revoir la répartition des ions hydroxyde HO- et hydrogène H+, dans des solutions acides, basiques et neutres. Donc dans la première question, je vous demande d'expliquer pourquoi le diagramme numéro 1 correspond à une solution acide. Donc là, clairement, vous savez, d'après la question, que le diagramme numéro 1, il correspond à une solution acide. Pourquoi ? Ça correspond à une solution acide parce que dans le diagramme numéro 1, il y a beaucoup plus d'ions hydrogène H+, que d'ions hydroxyde HO-. Donc le diagramme numéro 1 correspond à une solution acide car il y a plus d'ions hydrogène H+, que d'ions hydroxyde HO-. Dans la question 2, je vous demande de me dire pourquoi le diagramme numéro 2 correspond à une solution basique. Le diagramme numéro 2 correspond à une solution basique car il y a plus d'ions hydroxyde HO- que d'ions hydrogène H+. Du coup, la question 3, elle paraît assez simple. En t'inspirant des deux diagrammes précédents, je te demande de me proposer un diagramme pour une solution neutre. La solution neutre, ça ne sera pas le cas où il y a beaucoup plus d'H+ que d'HO-. Ça ne sera pas le cas inverse où il y a beaucoup plus d'HO- que d'H+. Ça sera le cas où j'aurai autant d'H+ que d'HO-. Autrement dit, je vous rappelle que dans une solution acide, il y a beaucoup plus d'ions hydrogène H+ que d'ions hydroxyde HO-. Dans une solution basique, c'est l'inverse, il y a beaucoup plus d'ions hydroxyde HO- que d'ions hydrogène H+. Dans une solution neutre, c'est kiff-kiff. Il y a autant d'ions hydrogène H+, que d'ions hydroxyde HO-. Dans l'exercice 3, on va comparer les deux techniques qui permettent de mesurer un pH, le papier pH et le pH mètre. Donc je vous rappelle qu'il existe deux techniques couramment utilisées pour mesurer le pH d'une solution. Il y a la mesure avec un pH mètre et il y a la mesure avec un papier pH. Dans la question 1, on veut savoir quelle est la méthode la plus rapide à utiliser. C'est le papier pH. Dans la question 2, on veut savoir la technique la plus précise à utiliser, c'est le pH mètre. Souvenez-vous de la vidéo de cours.
On a vu que le papier pH, c'était un papier sur lequel je vais venir mettre quelques gouttes d'une solution, et en fonction du pH de cette solution, le papier va changer de couleur. Je peux associer, grâce à un code couleur, une couleur à une valeur de pH, seulement on a vu que des fois, il était difficile de distinguer la couleur, ce qui faisait qu'on pouvait hésiter entre deux valeurs de pH. Donc, on avait introduit ce qu'on appelle le pH mètre pour avoir une mesure beaucoup plus précise. Dans la question 3, je vous dis que M. Borel, c'est encore moi, il a mesuré le pH d'une solution et il a obtenu la valeur de 6,4. Question, quelle technique il a utilisée? Est-ce que j'ai utilisé le papier pH ou est-ce que j'ai utilisé le pH mètre? Bon ben là, on voit que j'ai 6,4. Autrement dit, j'ai deux chiffres de précision. On dit que j'ai deux chiffres significatifs. J'ai donc utilisé un pH mètre. Le papier pH me donne des valeurs arrondies, fixes. C'est-à-dire, il me donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14. Le papier pH, lui, va me donner plus de précision, donc je vais tout de suite là avoir un chiffre à virgule. Donc là, j'ai combien de chiffres en tout? J'en ai deux, j'ai deux chiffres significatifs, j'ai de la précision. D'accord? Le dernier exercice, peut-être le plus difficile, mais le plus important, on va voir les mathématiques associées à la dilution. D'accord? Donc déjà, je vous rappelle un peu ce qu'on a fait dans l'exercice 1. On a vu que quand je diluais une solution acide par de l'eau, son pH devenait de plus en plus grand. Lorsque je diluais une solution basique par de l'eau, son pH devenait de plus en plus petit. Autrement dit, il y a une réelle influence entre la dilution d'une solution et son pH. Donc je commence par lire l'énoncé. Le facteur de dilution désigne le nombre de fois qu'une solution initiale a été diluée. Par exemple, une solution de volume initial VI, V comme volume, I comme initial, de 50 ml diluée d'un facteur 2 aura un volume final 2 fois plus grand, c'est-à-dire de 100 ml. Je pars d'une solution qui vaut 50 ml, je vais la diluer d'un facteur 2, c'est-à-dire que je vais augmenter son volume de 2. Je vais multiplier son volume initial par 2. 2 fois 50, ça me fait bien un volume final de 100 ml. Dans un protocole expérimental, la consigne sera par exemple, première étape, diluer 2 fois la solution initiale de 50 ml. Et la formule mathématique reliant les volumes par un facteur de dilution de 2 sera donc que le volume final, VF, sera égal à 2 fois le volume initial. Diluer d'un facteur 2, c'est bien multiplier le volume initial par 2. Dans la question 1, on vous dit que la consigne, c'est que dans une fiole jaugée, on dilue 2 fois une solution initiale qui vaut 75 ml. Question, quel sera le volume final? Bon. D'après l'énoncé, on sait deux choses. On sait que le volume initial de la solution, il vaut 75 ml. Et on sait que diluer d'un facteur 2, ça revient à utiliser cette formule mathématique, c'est-à-dire que le volume final sera 2 fois le volume initial. Eh bien, on y va. Je connais le volume initial, j'ai simplement qu'à le multiplier par 2. Donc le volume final, ça sera donc 2 fois le volume initial, c'est-à-dire 2 fois 75 ml, c'est-à-dire 150 ml. La question 2, le professeur t'indique que la solution qu'il tient dans les mains fait 50 ml et qu'il l'a obtenue après avoir dilué 2 fois une solution initiale. Question, quel est le volume de la solution initiale? Déjà, à partir de l'expression VF égale 2 fois VI, c'est-à-dire volume final égale 2 fois volume initial, on peut en déduire combien vaut le volume initial, puisque c'est ce que je cherche à calculer dans la question. C'est simplement le volume final divisé par 2. D'après la consigne, on vous dit que le volume final ici vaut 50 ml, puisque c'est la solution que le professeur tient dans les mains après avoir fait la dilution, c'est donc le volume final. Eh bien, je vais simplement remplacer VF par 50 ml dans ma formule, et j'obtiens que le volume initial sera donc VF divisé par 2, c'est-à-dire 50 ml divisé par 2, c'est-à-dire 25 ml. Enfin, dans la troisième et dernière question, en t'inspirant de la formule donnée, on vous demande d'écrire la formule mathématique reliant le volume initial VI et le volume final VF dans le cas d'une dilution d'un facteur 10. Alors déjà, lorsque le facteur de dilution il valait 2, on avait VF égale 2 fois VI, c'est-à-dire VF sur VI égale 2. Ça, c'est ce qu'on a vu. Si le facteur de dilution il vaut maintenant 10,
je vais simplement remplacer 2 par 10 et j'ai VF égale 10 fois VI, c'est-à-dire VF sur VI égale 10, tout simplement. Alors, quelle est l'interprétation physique de cet exercice? On a vu une dilution par un facteur 2 et une dilution par un facteur 10. La dilution par un facteur 2, ça me donnait l'expression VF égale 2 fois VI, c'est-à-dire que le volume final que je vais obtenir sera 2 fois plus grand que le volume initial. Autrement dit, si je pars d'un volume initial, que je lui ajoute par exemple de l'eau, en respectant une dilution d'un facteur 2, ça veut dire que son volume final sera 2 fois plus grand. Dans le cas de la dilution d'un facteur 10, j'ai que le volume final égale 10 fois le volume initial, c'est-à-dire que le volume final sera 10 fois plus grand que le volume initial. Autrement dit, si je pars d'un volume initial, que je lui ajoute de l'eau en respectant un facteur de dilution de 10, ça veut dire que je vais multiplier ce volume par 10, autrement dit, je vais avoir une solution avec un volume 10 fois plus grand. Donc le facteur de dilution me dit simplement de combien j'ai multiplié mon volume initial. Si je vous dis que j'ai un volume de 10 ml initial et que je lui fais une dilution d'un facteur 50, ça veut dire que le volume final de ma solution sera 50 fois 10 ml, c'est-à-dire 500 ml. J'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre vos erreurs s'il y en avait dans cette feuille d'exercice. N'hésitez pas à la re-regarder si je suis passé trop vite sur certains points et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.